Tout le monde a entendu parler des droits de l'homme, on sait ce que c'est. On a également entendu parler du droit à la santé. C'est quelque chose qui nous parle. Mais est-ce que vous avez entendu parler des droits sexuels? Eh bien, c'est un projet qui est en cours, que j'ai lu, dont je vous donnerai les liens, parce qu'il faut absolument que toutes les familles soient au courant de ça. C'est un projet qui s'apprête à mettre la loi au service du sexe. Ah, les droits sexuels. La source que j'ai trouvée est du Planning Familial International, l'IPPF. Mais ce sont des documents qui circulent avec le tampon de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est le droit sexuel? Eh bien, c'est le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Et ça va être un droit, ça va relever du droit, donc de la loi. Voilà. À l'ONU, une certaine Najat Vallaud-Belkacem, bien connue des internautes de ce site, a dit « La santé et les droits sexuels et reproductifs doivent devenir une question prioritaire ». La priorité, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'horreur et l'enfer qui s'avancent, non, c'est le fait de pouvoir ou non octroyer des droits sexuels. À qui, au fait? Ah bien, à tout le monde. Toute personne aura le droit d'exercer sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Je crois que ça n'existait pas. Enfin, je rappelle que Mme Najat Vallaud-Belkacem a prétendu il n'y a guère que l'identité de genre, que le problème de genre n'existait pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Et de droits sexuels sans intrusion arbitraire ni limitation. Les droits sexuels sans limitation. Ça veut dire que l'interdit religieux va devoir être combattu. L'ordre public et la moralité publique devront donc être combattus puisqu'il ne faut plus qu'il y ait de limitation ni d'intrusion arbitraire. Donc il va être interdit d'interdire. Ça rappelle vaguement un certain programme de mai 68. À qui ce droit sexuel vont-ils être accordés? Eh bien, à tout le monde, y compris aux déviants de toutes sortes. Les droits sexuels sont les droits sexuels inaliénables et indivisibles. Les acheteurs d'enfants sur Internet seront bien évidemment, feront partie de ceux qui pourront faire valoir leurs droits sexuels. Et ce sont des droits qui vont être reconnus aux enfants. Et oui, le droit d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité, de choisir, là je fais une citation, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, et ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accorder des droits sexuels aux enfants en fonction de leur capacité évolutive. Eh bien écoutez, quel est l'âge à partir duquel on va pouvoir considérer que les enfants ont des droits sexuels? La réponse est venue de la bouche de Ban Ki-moon soi-même, qui le 30 mars 2012 à l'ONU a fait savoir que ce sera 10 ans. À partir de 10 ans, les enfants pourront jouir de leurs droits sexuels. Alors évidemment, à partir de 10 ans, ça veut dire que les droits sexuels des enfants vont s'opposer aux droits des parents. Écoutez bien ce qu'affirme le planning familial rédacteur de cette horreur. Les législations qui restreignent l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et procréative, c'est devenu de la santé. Et même celles qui prévoient un consentement obligatoire des parents ou du conjoint doivent être abrogées ou rester inappliquées. Ces droits seront revendiqués contre, tenez-vous bien, toute intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante ou sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Ça veut dire que la morale, l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique et la religion sont discriminatoires. Bonjour à tous. Donc là vous venez d'entendre un petit extrait de Marion Sigou qui parle des nouvelles normes, surtout des nouveaux décrets que nos organismes issus de la mondialisation vont imposer bientôt. Les normes sexuelles surtout. Bon là je vous ai montré un bref extrait, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour voir la vidéo dans son intégralité. Mais bon, Marion Sigou a parlé du planning familial. C'est quoi le planning familial?
Le planning familial est une association française qui est structurée en une confédération nationale qui regrouperait 20 fédérations régionales composées de 69 associations départementales autonomes. Créé en 1960, le planning familial a pour objectif l'éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement et le contrôle des naissances en général, dans une optique féministe, bien entendu. Et comme le précise Marion Sigaud dans une vidéo que je vous mettrai à la fin de ma vidéo, le planning familial avait été créé aux USA par Margaret Sanger. Celle-ci souhaitait légaliser l'avortement pour éviter aux femmes des grossesses multiples et à risque, particulièrement dans les milieux défavorisés, qui aux États-Unis concernaient certaines minorités, dont les Afro-Américains, c'est-à-dire la population noire. Margaret Sanger, qui était issue des mouvements féministes américains, développera entre autres une idéologie qui penchera vers l'eugénisme. Dans certains de ses discours, elle aurait entre autres dit « L'acte le plus charitable qu'une famille nombreuse puisse faire pour l'un de ses enfants en bas âge, c'est de le tuer carrément ». Elle disait également « Les services de maternité pour les femmes des taudis sont nuisibles à la société. La charité ne fera que prolonger la misère des inaptes. » Elle disait aussi qu'aucune femme et aucun homme n'auront le droit de devenir parents sans un permis de parenté. Oui, là, donc, si vous suivez l'idéologie de Margaret Sanger, c'est Big Brother. Big Brother version féministe. C'est-à-dire, on va imposer un droit ou une autorisation que les parents viendront prendre pour pouvoir espérer faire un enfant. C'est incroyable, mais bon. En France, c'est un franc-maçon du nom de Pierre Simon qui, en 1956, s'inspirera de l'idéologie développée par cette fameuse Margaret Sanger pour fonder une association qui s'appellera Maternité Heureuse. Oui, ça, Maternité Heureuse, oui. Et cette association Maternité Heureuse donnera progressivement naissance au planning familial de France. Créée en 1956 sous le nom de la Maternité Heureuse, l'association réunissait des femmes et des hommes bien décidés à faire changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement, ainsi que l'utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif en France. En 1960, l'association deviendra le Mouvement français pour le planning familial, MFPF, dit le planning familial tout court. Et va adhérer à l'International Planned Parenthood Federation, IPPF. Oui. Ce planning familial est en fait un mouvement militant qui prenait en compte toutes les sexualités, défendait le droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation à la sexualité. Alors que la hantise d'une grossesse non prévue inhibait la sexualité des femmes, la conquête de la contraception et du droit à l'avortement avait en fait, j'allais dire bouleversé, je dirais, elle avait complètement dépravé la société tout entière, par cette possibilité de dissocier sexualité et reproduction. Parce que grâce à l'avortement ou à la contraception, donc toutes les femmes pouvaient désormais passer à l'acte charnel sans devoir reproduire, du moins se lancer dans le cycle de la reproduction et faire des enfants. Donc on passe à l'acte charnel juste pour le plaisir du corps. Alors qu'à l'origine, la sexualité était programmée pour se reproduire et faire des enfants. À partir des années 60, et grâce à tous ces plannings familiales, qui vont s'arranger pour légaliser l'avortement puis la contraception, on va assister à une modification du tissu, surtout de la morale, et on va assister à une libéralisation des mœurs qui va conduire beaucoup de ces femmes à, j'allais dire, forniquer gratuitement sans pour autant reproduire, du moins faire des enfants. Beaucoup de femmes issues des bourgeoisies en profiteront, vont profiter de ces nouveaux dispositifs mis pour les femmes. Je parle de l'avortement et de la contraception pour aller coucher à gauche et à droite sans devoir faire des enfants. Donc là, on est en train de légaliser la perversion
dans la société. Les femmes avaient fini par gagner le droit de choisir d'avoir ou non des enfants et de vivre une sexualité épanouie. Oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, on couche à gauche et à droite. Et grâce aux moyens contraceptifs, pas d'enfants. Donc, juste pour le plaisir charnel. En langage plus clair, on détourne le sexe de son but reproducteur pour ensuite l'orienter vers le choix d'un plaisir charnel non reproducteur. C'est bien l'œuvre des forces du mal qui, agissant par l'intermédiaire de certains hommes et femmes issus de la franc-maçonnerie et surtout des mouvements féministes, légalisent des associations qui développeront par la suite des politiques en faveur de l'avortement et de la légalisation des moyens de contraception, qui logiquement détourneront l'utilisation du sexe de son but reproducteur pour l'orienter ensuite vers le choix du plaisir charnel non reproducteur. Donc si je résume l'histoire du planning familial français, qui développe une politique d'encadrement de l'avortement pour les jeunes filles désireuses de ne pas garder leur bébé, il serait en fait né grâce au travail d'un franc-maçon, Pierre Simon, qui en s'inspirant de l'idéologie de Margaret Sanger, une féministe américaine, finira par fonder une association, la Maternité Heureuse, qui elle donnera progressivement naissance au planning familial en France. Précisons tout de même que c'est bien aux États-Unis que serait née la base de tous ces plannings familiales. Ça expliquerait entre autres, bon là je vais ironiser quand même, pourquoi il y a de cela quelques années le planning familial américain qui développait une politique d'encadrement de l'avortement aurait été impliqué depuis 15 ans dans un trafic d'organes issus de fœtus avortés. Bah oui. Le planning familial américain est une association qui encadre l'avortement, donc qui permet aux femmes d'avorter. Donc c'est un peu logique que ce même planning familial récupère des fœtus pour les découper en morceaux et envoyer des morceaux à certains laboratoires qui vont travailler dessus pour leurs médicaments. Vous avez une série de vidéos réalisées par un jeune Californien, pro-vie, qui était anti-avortement, révélera au grand public la réalité révoltante de cette politique de l'avortement. Du moins ce qui se cache derrière l'avortement, surtout ce que deviennent les fœtus, parce que certains ne sont pas détruits mais récupérés. Les récentes vidéos du Center for Medical Progress, le CMP, pourraient faire davantage pour ébranler le Planned Parenthood PP. Le géant de l'avortement aux États-Unis, 900 avortements par jour, vous vous rendez compte, plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels. Ouais, c'est une machine à tuer les bébés, le Planning Parenthood, le PP. À la mi-août, 6 vidéos sur 12 annoncées étaient visibles, chacune plus insoutenable que la précédente, lancées une à une sur YouTube. Ces entrevues avec caméra cachée auraient enflammé le pays autour d'un sujet déjà connu des combattants pro-vie, mais évité jusqu'à présent par les médias. Bah oui, vous vous en doutez, parce que le réseau médiatique est contrôlé par l'oligarchie. Une partie de cette oligarchie est pour l'avortement, la libération des mœurs et tout ce qui est perversion féminine. Dans ces vidéos diffusées à la mi-août, on parlait de la vente illégale de pièces détachées de tout petits avortés. Quand je parle de pièces détachées, je parle des différents organes des bébés avortés. Que montrait ce genre de vidéo? On y voyait une employée de PP, qui, comme je viens de le dire, c'est le Planned Parenthood. C'est le planning familial américain, en gros, pour ceux qui comprennent. On y voyait une employée de ce planning familial discuter dans un restaurant avec ce qu'elle croyait être des clients d'une entreprise de biotechnologie intéressée par l'achat de cœurs, poumons, reins de fœtus fraîchement tués. Oui, vous ne rêvez pas. Le docteur Deborah Nuka-Tola expliquait que oui, certainement, il serait possible d'accommoder leurs désirs. Écoutez bien, en écrasant le squelette un peu plus haut ou un peu plus bas, histoire de préserver intacte telle partie du cadavre. Vous avez bien entendu.
C'est-à-dire, on va faire des avortements, mais on va faire en sorte que les organes qui sont réclamés par certains laboratoires ne soient pas détruits pendant cet avortement. Oui, c'est comme si vous faisiez naître un bébé, puis vous le donnez carrément à un laboratoire qui va le disséquer. Sauf que là, voilà, ça passe par la phase avortement. Et ensuite, on essaie de ne pas détruire entièrement le bébé à naître. Et on récupère certains organes internes, parce que le bébé, comme il n'est pas détruit entièrement, il sera restitué au laboratoire qui va travailler dessus. Oui, vous ne rêvez pas, hein, c'est le planning familial américain qui a osé se lancer dans ce business lucratif d'organes de fœtus fraîchement tués. Oui, c'est-à-dire le fœtus n'est pas broyé, mais on essaye de le tuer en essayant de garder certains de ses organes vivants. Certains de ses organes, je dirais. En parallèle de cette politique d'avortement ou de commerce d'organes de fœtus, vous avez une autre politique qui, elle, est développée par les organismes mondiaux et qui semble encourager, elle, carrément l'épanouissement sexuel chez les jeunes enfants. C'est un peu ce que disait la vidéo tout à l'heure de Marion Sigou. Une politique de perversion stimulée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, serait actuellement menée sur une échelle planétaire. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a proposé d'encourager la masturbation enfantine et de permettre à l'enfant d'exprimer ses besoins, ses désirs sexuels. Oui, vous avez bien compris. Ce rapport, qui était intitulé Standards pour l'éducation sexuelle en Europe, avait été rédigé en 2010 en russe et en anglais. Cette année, Santé sexuelle, un organisme suisse semblable à notre planning familial, avait produit une traduction française de ce document. Bien entendu, comme vous vous en doutez, une pétition aura été lancée pour dénoncer ce rapport. Là, je vais vous citer un petit extrait choisi du document. Pour les experts en pédagogie, il faut apprendre de 0 à 4 ans la masturbation enfantine et laisser l'enfant exprimer ses besoins, ses désirs et ses limites en termes de sexualité. Vous avez bien entendu, là, de 0 à 4 ans. Quand on nous parle de pédophilie et tout ça, là, c'est carrément légalisé. On s'attaque carrément à des bébés. C'est des enfants vraiment en bas âge. Pour pouvoir promouvoir la sexualité à la garderie, l'État devra proposer une information objective, scientifiquement correcte, face aux pauvres sources informelles que sont les parents de l'enfant. C'est-à-dire, l'État devra conditionner les parents pour qu'ils acceptent ces nouveaux décrets. Oui. Ce n'est donc plus à la famille, mais à l'État d'offrir un cadre idéologique et moral du meilleur des mondes. À 4 ans, quand ils ont bien appris les différentes sortes de relations familiales et qu'on les a encouragés à explorer les différentes identités sexuelles, les gosses pourront, vous avez bien entendu, pourront désormais découvrir l'égalité entre les sexes et surtout l'amitié et l'amour envers les personnes de même sexe. Oui, son langage plus clair, c'est la théorie du genre. À 6 ans, l'enfant devra maîtriser les différentes normes en matière de sexualité. On lui apprendra également tout sur l'éjaculation et les menstruations et sur les méthodes de contraception. À 6 ans, vous vous rendez compte, ce qu'on appelle la théorie du genre, c'est un peu ça. On veut apprendre aux enfants à se masturber, à mettre des préservatifs, à connaître la contraception. On est en train de les préparer tout jeune déjà. Il faudra bien qu'un gamin de 6 ans sache mettre une capote si on veut que le monde aille mieux. Évidemment, après avoir parlé de tout ça, il faut sensibiliser les gosses de 6 ans à la théorie du genre. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. De 9 ans à 12 ans, là l'enfant grandit un petit peu, l'enfant devra découvrir le planning familial. Les MST, les maladies sexuellement transmissibles, les orientations sexuelles, tout en gardant en tête l'influence des inégalités liées au genre et la pression exercée par le groupe, la culture, la religion, la loi. C'est-à-dire de 9 ans à 12 ans, les enfants doivent connaître le planning familial. Vous savez, cette association qui encadre l'avortement, les moyens de contraception, qui pousse les femmes à forniquer sans reproduire, sans se lancer dans le cycle de la reproduction. Forniquer pour le simple plaisir charnel. Donc l'enfant grandit toujours. Nous sommes toujours dans ce fameux texte
De 9 ans à 12 ans, l'enfant devra découvrir le planning familial. De 12 ans à 15 ans, il sera temps de promouvoir l'avortement et la grossesse dans les couples de même sexe. Vous vous rendez compte, PMA, GPA, don de sperme et prostitution seront les derniers angles de cette éducation sexuelle du futur. Oui, là on se projette dans le futur, c'est-à-dire les enfants de 12 à 15 ans pourront connaître les prostituées, les homosexuels, ah oui. Bah, avec la génération de demeurés qui nous prépare, on peut craindre que le Parti socialiste ne dispose de nombreux électeurs d'ici une petite quinzaine d'années. Hein. Bah là, vous venez de comprendre, hein, vous vous rendez compte vers quoi on est en train de nous orienter. Hein. L'OMS est en train, en fait, dans ce rapport, de préparer vos enfants à la théorie du genre. C'est-à-dire, vous verrez qu'à partir, déjà ça va commencer à la maternelle, hein, et à partir, dans tout le cycle primaire scolaire, même secondaire, on va déjà préparer les enfants à accepter l'homosexualité. Hein. On va leur apprendre à mettre des préservatifs. Hein. On va leur apprendre ce que c'est que les prostituées, tout ce qui tourne autour du sexe. Hein. Et lorsqu'ils auront 14, 15, 16 ans, bah, les enfants seront déjà formés, programmés. Hein. Voilà, ils n'auront plus qu'à passer à l'acte. D'ailleurs, passer à l'acte, je pense qu'à partir de 12-13 ans, ils vont passer à l'acte, vu le programme scolaire qu'on leur prépare. Oui, c'est incroyable. Bon, là, je vais vous faire montrer un deuxième extrait de Marion Sigour, hein, qui continue de parler de la sexualité. Hein. Je vous mettrai les deux liens de ces deux vidéos juste en dessous de ma vidéo dans les commentaires. Hein. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour voir les vidéos dans leur intégralité, parce que là, je vous peux montrer que des petits extraits. Hein. Donc ça, c'est l'histoire de l'histoire, hein, l'histoire de mon engagement. Maintenant, je ne vais pas vous parler histoire aujourd'hui, je vais rapatrier mon centre d'intérêt vers ce qui nous intéresse aujourd'hui et pour le futur, c'est-à-dire le nouvel ordre sexuel mondial, qui est une réalité absolument terrifiante, dont on retrouve trace, alors on peut en retrouver trace très très loin en avant, mais il y a une trace écrite qui est facile à retrouver, qui a été intitulé par les gens qui l'ont diffusé « Le nouvel ordre des barbares ». Alors, de quoi s'agit-il? Le 20 mars 1969, figurez-vous qu'à cette époque-là, j'avais 18 ans, a été donnée aux États-Unis une conférence donnée par un certain docteur Richard Day. Cette conférence s'est faite à huis clos, elle concernait des médecins et des décideurs susceptibles d'avoir, dans la société américaine, une influence. Ces décideurs ont été fermement conviés à ne pas prendre de notes et à bien écouter ce qu'on leur disait, à ne pas prendre de notes. Ça veut dire qu'il fallait, on annonçait des nouvelles absolument terribles, vous allez voir à quel point, et un des participants, qui s'appelle le docteur Lawrence Donegan, qui est un médecin pédiatre catholique, n'a pas pris de notes, mais en sortant de la conférence, a tout couché sur le papier et a publié 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 1989, un document qu'on a appelé le Nouvel Ordre des Barbares. Voilà. Donc c'est ce Nouvel Ordre des Barbares dont je vais commencer par vous parler. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le Nouvel Ordre des Barbares? C'est le programme du Nouvel Ordre mondial. Voilà. Donc nous sommes dedans à l'heure actuelle, vous voyez, ça ne remonte pas d'hier. 1969, c'est déjà quelques décennies sont passées, et nous sommes à l'heure actuelle en pleine application de ce Nouvel Ordre des Barbares. Voilà. Alors, quelques postulats de départ ont été énoncés au début de cette conférence du Dr Day qui disait « La population mondiale s'accroît trop vite. Si le nombre de gens vivants de la planète continue d'augmenter, ça va être la catastrophe pour tout le monde, donc il faut restreindre le nombre d'humains. Sinon, disait le docteur, nous manquerons d'espace vital, il n'y aura plus suffisamment de place pour tout le monde, notre nourriture deviendra insuffisante, et avec nos déchets, nous allons créer une superpollution du monde. » Alors je confirme, moi qui suis de cette génération-là, qu'à partir effectivement de 68-69, on a commencé à parler en permanence de pollution, de gestion des déchets, ce dont on ne parlait pas avant. Voilà. Alors, une information que je vous donne, je ne suis pas démographe, mais je connais certains démographes, et je me suis laissé dire, et ce sont des informations qu'on est tout à fait susceptible de retrouver, que l'information est fausse concernant la surpopulation. Les chiffres qu'on nous annonce en matière de population mondiale sont faux. Ils sont truqués. Ils sont truqués précisément pour faire appliquer le nouvel ordre des barbares. Donc,
En fait, la population mondiale, à l'heure actuelle, est en phase imminente d'effondrement. Imminente d'effondrement, c'est-à-dire que la décroissance de la population mondiale est déjà amorcée, et elle était déjà amorcée en 1969, contrairement à ce qu'ils disent, et là, nous sommes au bord de l'effondrement démographique mondial, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on nous raconte. Donc, partant de ce postulat mensonger, les solutions sont annoncées qui disent il faut que les gens demandent la permission d'avoir des enfants. Les gens ne peuvent pas avoir la permission d'avoir des enfants, disent-ils, sous le prétexte qu'ils désirent en avoir. Désirer avoir des enfants, ça devient un prétexte. Ou qu'ils ont été négligents. Négligents. Avoir des enfants, c'est être négligent. Et il faudra un permis de faire des enfants. Alors, nous n'en sommes pas encore là, mais renseignez-vous sur ce qui se passe en Angleterre, renseignez-vous sur ce qui se passe notamment auprès de familles nombreuses en Europe occidentale. De plus en plus, les services sociaux retirent les enfants à des familles nombreuses. En Angleterre, c'est encore plus grave que ça. On retire les enfants aux pauvres. Une famille pauvre, une femme isolée pauvre qui fait un enfant va se le voir retirer au nom de la protection de l'enfance. C'est en cours. C'est en cours. C'est déjà appliqué en Angleterre. Voilà. Donc, en attendant qu'on distribue des permis d'avoir des enfants, on promeut ce qu'on appelle la planification familiale, en anglais planning familial. Qui est à l'origine du planning familial? Planning familial qui a fait l'objet de scandales absolument retentissants il y a 1 an ou 2. Hein, ils vendent des pièces détachées de fœtus encore vivants. C'est absolument terrifiant. Le planning familial faisait partie d'ailleurs des cibles de Donald Trump au moment de sa campagne électorale. Il a dit qu'il couperait les vivres au planning familial et je crois que c'est en cours. C'est une association d'importance mondiale qui est extrêmement riche. Et Donald Trump avait pris l'engagement de lui scier les pattes, je crois que c'est en cours. En attendant, qui est à l'origine du planning familial? C'est une américaine militante eugéniste qui s'appelait Madame Margaret Sanger, une très belle dame, très jolie femme, très élégante, qui a fait partie dans les années 1920 de ces féministes qui ont défrayé la chronique. Et je vous cite un petit florilège des plus belles déclarations de Margaret Sanger qui a inventé et mis sur pied le planning familial. Elle disait « L'acte le plus charitable qu'une famille nombreuse puisse faire pour l'un de ses enfants en bas âge est de le tuer. » Elle disait également « Les services de maternité pour les femmes des taudis sont nuisibles à la société. La charité ne fera que prolonger la misère des inaptes. » Alors, pauvre, inapte. Elle fait une relation directe entre la pauvreté et le handicap social. La pauvreté est une tare. Moi qui ai fait de l'histoire et notamment des services sociaux, je peux vous dire que c'est exactement avec ça qu'on a créé, avec des arguments comme ça, qu'on a créé l'hôpital général en son temps, à l'époque de Louis XIII et de Louis XIV. Elle disait aussi, elle a écrit en 1934, « Aucune femme et aucun homme n'auront le droit de devenir parents sans un permis de parenté. » C'est ça le programme du planning familial. Et le planning familial a encore pignon sur rue en France, et combien? En France, c'est un certain Pierre Simon qui, en 1956, c'est-à-dire 20 ans après, hein, les dernières grandes déclarations tonitruantes de Margaret Sanger, c'était 1934. Là, on arrive en 1956, en France, un certain Pierre Simon, franc-maçon, il va s'inspirer de Margaret Sanger pour fonder une association qui va s'appeler Maternité heureuse. Maternité heureuse, c'est-à-dire qu'on prend la chose et on la renverse. On ne veut plus que les femmes fassent d'enfants, on va appeler ça maternité heureuse. Et maternité heureuse va être la branche française du planning familial. Le planning familial, en tant que fédération internationale, s'appelle l'IPPF, International Planned Parenthood Federation, c'est-à-dire Fédération internationale de planification familiale. Et au début, la branche française s'est appelée Maternité heureuse et elle a été subventionnée par la fondation Rockefeller. Voilà, comme un certain Kinsey, comme tout le monde se retrouve. Au sein du PPF français était un franc-maçon de la Grande Loge de France qui s'appelait Richard Dupuis et un autre qui s'appelait Daniel Meyer de la Ligue des droits de l'homme. Alors s'il est une association maçonnique, c'est bien celle-là. Alors j'ai traîné mes guêtres à la Ligue des droits de l'homme. Moi j'ai même été cadre à la Ligue des droits de l'homme. Puis un jour,
Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait à la défense des enfants, hop, on m'a fichu dehors. C'est marrant, ça, c'est bizarre. Oh, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. C'est rigolo. Il y a toujours des gens qui trouvent que je parle trop ou que je parle mal. Voilà. En mai 68, ces gens ont publié un rapport Simon, le fameux Simon, sur le modèle du rapport Kinsey. Le rapport Kinsey avait été publié, je vous en reparlerai tout à l'heure, le rapport Kinsey avait été publié à la fin des années 40 et dans les années 50 sous forme de 2 rapports sur la vie sexuelle des hommes et la vie sexuelle des femmes américains. Et à partir de ces rapports Kinsey a été amorcée la révolution sexuelle qui effectivement est arrivée en France en mai 68. Alors j'y étais, moi je pourrais vous raconter ça, ce sont des épisodes extrêmement tristes. On peut trouver ça graveleux et rigolo. Quand on est passé au travers et surtout quand on s'est sorti, on trouve ça beaucoup, beaucoup moins drôle. Alors, quel était leur programme? Ils voulaient changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement, ainsi que l'utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif en France. Les autorités françaises ont estimé en leur temps que la contraception était contraire aux intérêts de la France et que l'avortement était un crime. Il fallait absolument revenir sur ces lois. Alors en 1960, Maternité heureuse est devenu le mouvement français pour le planning familial. On aurait pu dire la planification familiale, puisque c'est du français et que planning c'est de l'anglais, je suis désolée, planning c'est planification. Et on l'a appelé le planning familial et l'association a adhéré à International Planned Parenthood Federation, c'est-à-dire le fameux IPPF américain dont je vous ai dit qui l'avait porté sur les fonds baptismaux. Alors, la nouvelle orientation pour les activités sexuelles va être mise en œuvre à partir de ces années-là. Qu'est-ce qu'on promeut dans ce nouvel ordre des barbares? Parce que là, je reviens à la conférence du Dr. Day. Il dit « Il faut du sexe sans reproduction et de la reproduction sans sexe ». On touche le bout de l'abjection et du non-sens. Il n'y a pas de sexe sans reproduction. Le sexe, c'est mâle plus femelle pour donner la vie, point. Tout ce qui est autour est contingent. À l'origine, le sexe est un mode de reproduction de la vie. Point. Faire du sexe sans reproduction et de la reproduction sans sexe, c'est mettre les choses sans dessus-dessous. À quel titre va-t-on renverser les choses? Qui a donné mandat à ces gens de renverser ce que la nature, la culture et la civilisation ont mis sur pied à partir de données qui sont simplement les données de la vie? Ils disent « Les activités sexuelles doivent être séparées de la reproduction, or elles procurent trop de plaisir et les impulsions sont trop fortes pour qu'on puisse s'attendre à ce que les gens y renoncent. On veut faire baisser le niveau de population, mais on sait que les gens ne renonceront pas à avoir des activités sexuelles parce que l'impulsion est trop forte. » À qui le dites-vous? Je pense que tout le monde l'a noté. La pulsion sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement violent et d'extrêmement irrépressible. Enfin, irrépressible, non. Oui, la pulsion est irrépressible. Maintenant, on peut résister à ces pulsions. Mais la pulsion en elle-même, je veux dire, qui peut résister à la puissance d'un sentiment amoureux? Quand ça vous tombe dessus, c'est effectivement, ça déplacera des montagnes. Or, il faut séparer, disent-ils, le sexe de la reproduction, c'est-à-dire il va falloir faire en sorte que les activités sexuelles soient ni plus ni moins séparées et de la reproduction, et vous allez voir du sentiment également. Et c'est là que l'effondrement va avoir lieu. Alors ils disent, il n'est pas pratique d'introduire des produits chimiques dans la nourriture ou l'eau potable pour réduire l'impulsion sexuelle. C'est-à-dire qu'ils ont voulu essayer, ils y ont pensé. On pourrait mettre des trucs, comme on faisait aux soldats, on mettait du bromure dans l'eau potable et puis ça les calmait entre 2 assauts, pour pas qu'ils aillent violer les civils. Donc, c'est pas pratique, on ne pourra pas baisser la population mondiale avec ça. Alors, la stratégie ne doit donc pas consister à réduire l'activité sexuelle, on n'y arrivera pas, mais à l'accroître sans que les gens fassent des bébés. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas supprimer la pulsion, on va la détourner. Et on va la détourner de sa nature, de sa raison d'être, qui est la reproduction de la vie. Donc, ils disent, et ils prévoient, il n'y aura pas de sexe. Il y aura sexe sans reproduction, et grâce à la technologie, il y aura reproduction sans sexe. Et on y est. On y est. C'est la GPA, c'est la PMA. Rendez-vous compte, ça date de 1969.